Bien, bonjour Laurence Roy-Rogeau, bonjour Nicolas. Vous êtes deux représentants de GP, de société de gestion. Laurence, vous êtes associée en charge des relations investisseurs au sein de Wimber Capital Partners, plateforme d'investissement avec plus d'1,3 milliard d'euros sous gestion, présente dans le private equity LBO, en immobilier, et puis plus récemment, et on est là pour en parler, en impact investing avec le fonds Impact Dev, dont vous êtes membre du comité d'investissement. Et Nicolas Sellier, bonjour, vous êtes fondateur de Ring Capital, société de gestion présente sur le segment du capital risque avec plusieurs véhicules, dont Ring Mission, récemment levé, et dédié à des thèses d'impact. Donc on va s'intéresser avec vous à la façon dont des acteurs du capital investissement, du capital risque, décident de se diversifier en dédiant des véhicules, des fonds totalement consacrés à la thèse d'impact. Laurence, pour démarrer avec vous, Wimber a levé en 2020 donc le fonds Wimber Impact Dev. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quelle a été la genèse de ce projet? Pourquoi avoir choisi de consacrer un véhicule au sujet de l'impact? Très volontiers, merci Adeline. Le fonds WCP Impact Dev que nous avons lancé en 2020 s'inscrit finalement dans la continuité de notre démarche d'investisseurs responsables que l'on a construit étape par étape depuis une dizaine d'années. L'idée, jusqu'à maintenant, on a mis en place une démarche d'investisseurs responsables classique, dite d'ESG, qui consiste à collecter des indicateurs extra-financiers et à les reporter. Je crois que jusque-là, on a bien fait le job. Aujourd'hui, on collecte pour chacune des entreprises de nos portefeuilles 140 indicateurs, mais qui sont finalement une donnée intéressante, mais statique, donc un peu frustrante. Cela dit, ce travail-là nous a aussi permis d'avoir un dialogue avec les dirigeants des entreprises et on a noté leur maturité croissante sur ces sujets de responsabilité sociale de l'entreprise et de responsabilité environnementale. Donc ça nous a encouragés pour aller au-delà de la démarche ESG classique, d'être plus engageant et d'être plus engagé aux côtés de ces chefs d'entreprise. En 2019, on a lancé le fonds en janvier 2020, on y a beaucoup réfléchi en 2019. En 2019, on est aussi parti d'un constat qui est qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, doit prendre en compte les enjeux de développement durable au cœur de sa stratégie. Tout l'y pousse, c'est important pour elle, que ce soit les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants dans leur façon de consommer, ils demandent des produits traçables et responsables, les salariés ont également des exigences, quand ils rejoignent une entreprise, ils veulent adhérer à des valeurs, la réglementation, et Madame la Ministre en a parlé tout à l'heure, et effectivement la finance qui se verdit, et c'est l'objet de ce panel aujourd'hui. Donc, ces enjeux de développement durable doivent être une donnée stratégique pour l'entreprise. Ça a été notre constat. Et ce constat, il est appuyé sur une conviction aujourd'hui, et on en a également largement parlé, c'est que plus une entreprise est durable, plus elle est performante. Et donc, sur base de cette conviction, on a lancé ce fonds WCP Impact Dev avec vraiment la volonté d'accompagner les dirigeants des entreprises qui partagent notre conviction et qui cherchaient un actionnaire financier capable d'apporter plus que de l'argent. Merci Laurence. Alors, ce fonds que vous gérez s'adresse à des PME. Nicolas, vous travaillez avec des startups. Dites-nous pourquoi vous, côté Ring, en capital risque, vous avez décidé de dédier un véhicule à une thèse d'impact. Déjà, c'est une vieille histoire. C'est vrai que oui, en 2010-2011, j'étais dans un fonds qui s'appelle Alven Capital, que vous connaissez bien. On a vu arriver une nouvelle génération d'entrepreneurs un peu farfelus qui avaient décidé de monter des startups comme tous les entrepreneurs, mais dont la raison d'être, l'impact était au cœur de leur modèle. Et nous, chez Alven, on dit c'est canon votre truc, mais on n'a pas le mandat pour investir dans des sociétés qui sont des startups certes, mais qui servent de mettre la performance et l'impact. Bon, j'ai essayé de convaincre mes associés de monter un petit fonds d'impact pour commencer à tester ce sujet en disant il y a peut-être quelque chose à faire. Et bon, c'était encore un peu tôt, on était un peu farfelus, mais mes associés ont l'intelligence, m'ont dit bah, écoute, on ne le fera pas chez Alven, mais on est OK pour que tu passes un peu de ton temps pour monter un fonds d'impact start-up en dehors d'Alven. Et donc on a monté avec quelques entrepreneurs d'Ashoka un fonds qui s'appelle Investir et Plus, qui investissait dans des start-up à impact qui avait vocation à être pérenne un jour. On disait si on gagne un peu d'argent, on aura rempli notre pari. Et finalement, on investit dans Helloasso, dans Simplon,
Ça a plutôt bien marché. Quand on a créé Ring, on a hésité à aller sur la thématique grosse pour laquelle on investit un très fort besoin en France, ou Impact. On s'est dit que c'était encore un peu tôt pour l'Impact. Et 2 ans après la fondation de Ring, je reçois un appel de Thibaut Guilly, qui était président de French Impact, qui est aujourd'hui au commissaire à l'économie, à l'emploi et à l'engagement entreprise. Et il me dit, Nicolas, il manque de fonds d'impact en France. Il y en a qui viennent de l'ESS, mais pas de plateforme de private equity, notamment dans la tech. Tu veux pas faire ça? Je dis, ouais, t'es gentil Thibaut, on vient de monter un fonds, puis monter un fonds c'est bien, mais il faut une équipe et des financeurs. Et là, j'ai ni l'un ni l'autre, l'équipe on peut un peu marcher, mais les investisseurs, ils viennent d'investir dans Ring, je vais pas leur demander maintenant de faire un fonds d'impact. Et je lui dis, écoute, s'il trouve que c'est une bonne idée, appelle Benjamin Paterno à la BPI, vois avec lui, et selon la façon dont il reçoit l'idée, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et Thibaut me rappelle, il dit, écoute, j'ai vu Benjamin Paterno, il me dit que c'est une bonne idée, il faut des fonds d'impact en France. Je dis, écoute, si Benjamin voit ça d'un bon œil, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé Ring Mission avec le soutien de nos investisseurs cœur, dont BPI. Et c'est vrai, autant c'était difficile, et c'est ce que disait Kevin justement de Change Now tout à l'heure, autant il y a 10 ans, on pensait vraiment pour des doux rêveurs, des bisounours, des gentils hippies, autant aujourd'hui, c'est encore plus naturel. Comme tu sais, je pense qu'il y a 2 tendances assez majeures qui traversent notre société. Madame la ministre le disait tout à l'heure, la digitalisation du monde et la recherche de sens. Et c'est vrai qu'en tant que fonds de capital risque, à la croisée de ces 2 axes, le mouvement, la création, l'investissement impact tech est encore plus naturel qu'avant. Très clair. Bon, merci Nicolas et merci du petit tip pour tous ceux qui cherchent à lever des fonds. Ils auront compris comment faire. Laurence, vous avez donc maintenant un fonds d'impact, mais d'autres activités également. Donc, finalement, qu'est-ce qui différencie réellement la démarche d'impact que vous avez structurée au sein du fonds Impact Dev ? Dans notre démarche d'investisseur, il y a une vraie différence entre ce que nous proposons au sein du fonds WCP Impact Dev et la démarche plus classique de nos fonds LBO. On a beaucoup parlé d'impact. Je pense qu'à ce stade-là de l'après-midi, on a dessiné les contours de la définition de l'impact. Je pense que, et je retiens ce qui a été dit, il y a 2 éléments forts, c'est l'intentionnalité et la recherche de résultats. Après, je pense qu'on appréhende tous l'impact de façon un peu différente. Nous, on a adossé notre démarche d'impact à 3 piliers. Le premier pilier, c'est notre univers d'investissement. On a décidé d'accompagner des entreprises qui ont déjà mis un pied dans l'impact. C'est-à-dire que ce sont des PME françaises qui, de par leur offre de produits ou de services, adressent déjà les enjeux de développement durable, qu'ils soient environnementaux, sociaux et sociétaux, et on couvre bien l'ensemble des secteurs. On a retenu 5 secteurs qui nous semblaient éligibles à cet univers d'investissement: la santé, l'éducation, l'insertion, tout ce qui touche à la consommation responsable, et enfin on adresse un pan de la transition écologique au travers de l'économie circulaire. Donc ça, ce sont des secteurs ciblés sur lesquels on a déjà un terreau fertile pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement et pour aller plus loin. Le deuxième pilier de la démarche, c'est un accompagnement très opérationnel. Très tôt, dans la discussion avec le chef d'entreprise, on se dévoile sur notre volonté de mettre en place ces plans d'impact. Et donc, ce qui est très important, c'est que on n'a pas d'un côté un BP financier, de l'autre côté un BP extra-financier qu'on conduit en parallèle. En fait, c'est un tout. Et c'est vraiment important que le chef d'entreprise le comprenne au départ. Et donc, avec lui, on va déterminer 3, 4 enjeux majeurs, pertinents pour lui. Et pour que ce soit pas qu'inspirationnel, en fait, ces enjeux, on va les adosser à des critères d'impact précis et mesurables dans le temps. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, 3e pilier de la démarche, c'est l'alignement d'intérêts. D'abord, ces KPIs d'impact, on va les communiquer à nos investisseurs en grande transparence pour leur indiquer la trajectoire de progrès et pour indiquer là où nous en sommes. Ensuite, pour que nous soyons tous incités à réussir, on a mis en place un alignement d'intérêts, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, ou plus exactement l'équipe dirigeante des entreprises que nous accompagnons, et nous-mêmes sommes touchés dans notre rémunération si on n'atteint pas nos critères d'impact. Donc ça, c'est important, et ça fait, je pense, la différence dans notre volonté de réussir. Donc voilà notre démarche d'impact, et elle est fondamentalement différente de ce qu'on propose dans les fonds LBO.
Merci, merci Laurence. Chez Ring, Nicolas, comment différenciez-vous des startups qui sont accompagnées par le fonds, disons, classique et celles qui peuvent être accompagnées par le fonds Mission? Alors déjà, on essaye de les différencier de moins en moins. Je pense que si on fait bien notre boulot, tous les fonds seront des fonds d'impact ou des fonds durables. Aujourd'hui, ici, la spécificité de Ring Mission, c'est d'investir dans des startups dans lesquelles l'impact est au cœur du business model. C'est-à-dire que 1 euro de chiffre d'affaires se transcrit directement en X mesures d'impact. Typiquement, un Castelli qui vend des fontaines à eau connectées, dès que Castelli, Thibault Lamarque, vend une fontaine à eau, c'est 600, 500, 600, 700 bouteilles en plastique qui sont évitées chaque mois. Donc 1 euro de chiffre d'affaires Castelli, c'est X bouteilles en plastique évitées chaque mois. Ça, pour aligner, cet alignement des business models, c'est dire, au-delà de dire on veut qu'impact et business model coexistent, il faut que les deux s'accélèrent l'un l'autre. Et parfois, il faut innover. Je pense à des gens comme Hello Asso, qui est une plus grande plateforme de moyens de paiement et plateforme de levée de fonds pour des associations. Lui, il a dû trouver un modèle. Sa réponse, ça a été d'être gratuit, de vivre du pourboire. Et du coup, il est à la fois sa croissance économique et a un impact dans la mesure où elle est gratuite pour les associations qu'elle aide, et il vit très bien comme ça. Donc ça, c'est le premier point d'alignement, d'accélération de l'un et l'autre. Deuxième point, c'est vrai, là aussi, pour aligner au maximum, il faut que les équipes aient intérêt à chercher cet alignement. Donc, on aligne la rémunération des équipes sur des sujets à la fois impact et financiers. Ça se traduit par 50% du carré d'intérêt qui est directement dépendant des KPI, des business plans impact des sociétés. Et puis, la seule chose un peu différente, elle est peut-être dans la tonalité d'accompagnement des entrepreneurs. On a en face de nous des entrepreneurs dont le premier moteur est de résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Et je pense qu'il faut être assez fin, pas trop brutal, prendre ça en compte dans la relation qu'on a avec les entrepreneurs pour se soucier, certes, de leur croissance, de leur KPI, de leur performance, mais pas perdre de vue qu'ils sont là d'abord pour l'impact. Et si on veut vraiment avoir une bonne relation avec ces entrepreneurs, les comprendre et les accompagner, il faut aussi avoir cette recherche d'impact, mettre la recherche d'impact au cœur de la relation, et ce qui demande une certaine compréhension, une bienveillance peut-être un peu supplémentaire. Merci Nicolas. Alors quand on regarde une société de gestion, c'est aussi une entreprise en tant que telle, et donc faire ce choix stratégique de lancer une nouvelle gamme dans l'impact, c'est un vrai engagement. En quoi est-ce que le projet d'entreprise de Ring en tant que société de gestion a été impacté par ce choix? C'est marrant parce qu'au début on se disait en tant qu'investisseur on raisonne en termes de véhicules qui coexistent sans pour autant chercher un maximum de cohérence entre les différents véhicules. Et c'est vrai que du fait de la levée de notre fonds d'impact, ça nous a amené à revoir l'ensemble du positionnement de la société de gestion, parce que c'était pas tenable de faire de l'impact d'un côté et tout le reste de l'autre, vis-à-vis des journalistes. Quand le journaliste dit « mais vous faites un fonds impact », oui, on a un fonds impact, mais on n'a pas qu'un fonds impact, on a aussi un fonds impact, pas impact, vis-à-vis des équipes, d'avoir les gentils gars, les gens qui travaillent à sauver le monde d'un côté, et les méchants qui investissent dans des business models complètement, qui ne prennent pas en compte ces sujets-là de l'autre. C'est pas tenable, et du coup, ça nous a amené pas repositionner, mais à travailler cette cohérence, et du coup, à faire, dans notre fonds de growth, être beaucoup plus, alors on avait un peu dans nos valeurs, dans nos gènes, mais être beaucoup plus proactif sur l'accompagnement des sociétés sur des sujets de RSE, en essayant de convaincre, déjà transformer les reportings de 400 questions qu'on reçoit de nos LPs et essayer de ne pas de les pousser bêtement à nos entrepreneurs, mais de dire comment on peut avoir une politique RSE qui soit à la fois, qui ne vous fasse pas perdre votre temps, cohérente avec votre business, innovante et pragmatique, et qui soit porteuse de sens. Comment est-ce qu'une action RSE, comment on peut vous aider à mettre la RSE au cœur de votre stratégie pour qu'elle soit à la fois, qu'elle réduise vos risques. On l'a vu avec Balance ta Startup et autres, ça peut être, ne pas aborder ces sujets peut être dramatique en termes de business, et que ça soit aussi une façon d'accélérer la valeur, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, en engagement non seulement des salariés, mais des parties prenantes et voire même des clients. Donc on a essayé d'avoir de mettre la sustainability au cœur de notre fonds de growth. Et même d'aller davantage vers le financement de sociétés qui sont dans les secteurs de l'éducation, dans la santé, dans le circulaire, de dire même en tant qu'investisseur, on va mettre qu'investisseur tech, on va mettre la durabilité dans la pratique d'accompagnement, mais aussi dans la stratégie d'investissement. Et puis enfin, quand on s'est dit ça, on dit, et nous, si on mettait la RSE chez nous, qu'est-ce qu'on ferait? On dit finalement, on ne sait pas faire grand-chose. Nous, on est payé pour détecter des jeunes entreprises, des jeunes entités innovantes à potentiel,
les financer et les accompagner. Et comment, si on mettait cette compétence, ou la compétence qu'on nous prête au service du bien commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est comme ça qu'on a décidé de monter Ring Foundation, qui est un fonds de dotation, financé en partie par le CARID et par les revenus de la société de gestion, et qui a pour objet d'identifier, d'accompagner et de financer sur 3 ans de très jeunes associations, alors c'est du complètement philanthropique, innovantes, dont le cœur de la mission est de résoudre un problème d'inclusion de personnes fragiles ou de résoudre des problèmes environnementaux. Comme ça, parce que Kevin décrivait tout à l'heure la différence entre les investisseurs durables, investisseurs à impact et le venture philanthropique. On a essayé d'avoir les 3 véhicules, les 3 stratégies dans une seule société de gestion qui ont chacun qui investissent dans des sociétés ou des entités de maturité différentes. Très clair, merci Nicolas. Donc on voit que ça a vraiment irrigué sur l'ensemble des activités et même l'identité de la société de gestion. Laurence, dans une société de gestion et dans son projet d'entreprise, au cœur de tout ça, il y a peut-être avant tout les clients, les souscripteurs. Qu'est-ce que ça change dans une levée de fonds quand on cherche à faire un fundraising pour un fonds d'impact? A priori, ça ne devait rien changer. On a pensé le fonds WCP Impact Dev en réponse à un besoin institutionnel. Nous, notre base de clients historiques, ce sont les investisseurs institutionnels. Et quand on a décidé de lancer ce fonds d'impact, c'est à eux qu'on a pensé en premier. On s'est dit que soit par conviction ou par obligation, la réglementation les incitant à regarder un fonds d'investissement à impact, on avait notre base naturelle d'investisseurs. Et donc on est parti sur la route, on a convaincu les premiers investisseurs institutionnels et on a fait un premier closing avec classiquement des mutuelles, des assureurs, des banques. Et puis à l'occasion de ce premier closing, nous avons une couverture presse qui a mis le fonds en lumière et qui a suscité des marques d'intérêt chez des investisseurs privés. Et alors là, c'était très nouveau pour Wimberg Capital. On n'était pas du tout habitué à répondre à ces demandes. Et donc, on s'est structuré parce qu'on a eu une demande, 2 demandes. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on structure pour répondre à ces nouveaux investisseurs. Donc, au sein du fonds, on a créé une part spécifique qui leur est dédiée, qui est accessible à un montant minimum bien inférieur à celui du montant minimum des institutionnels. Et puis, on a monté un partenariat avec une banque privée qui a distribué le produit. Et plus récemment, on a fait référencer ce fonds au sein des unités de compte de Generali. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à la fin de notre levée de fonds et aujourd'hui, ces investisseurs privés représentent 30% de l'encours du fonds. Donc c'est absolument pas marginal. Bon, ça m'a donné l'occasion de convaincre ces investisseurs privés. Ça a été des moments forts, intéressants. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les fonds d'investissement à impact sont particulièrement adaptés pour ces épargnants qui sont en quête de sens. Aujourd'hui, ils ont à leur disposition un scope assez large de fonds actions cotés avec des labels ISR, mais ils cherchent plutôt à venir vers le monde du private equity. Et pour certains, la souscription au sein de notre fonds d'investissement à impact était le premier pas dans le private equity. Donc je pense que le fait de leur offrir dans une stratégie la recherche de l'impact et une performance financière, parce qu'à nouveau, on n'oppose pas les deux, je pense que c'est vraiment une proposition d'investissement qui retient l'attention. Et en tout cas, pour nous, ça a ouvert de nouveaux horizons. Très bien, merci beaucoup. Ces nouveaux horizons seront le mot de la fin. On aura vu avec vous, Laurence, et avec vous, Nicolas, que ces sujets d'impact, en fait, sont très alignés avec les notions de valeur, avec les dirigeants d'entreprise, avec les membres des équipes d'investissement, des sociétés de gestion, et puis avec les souscripteurs, évidemment. Ainsi se conclut cette séquence dédiée au fonds d'impact investing. Merci encore. Merci Adeline. Merci Adeline. Bon après-midi.